J'aurais dû me raser, ma mère va pas être contente. J'aurais voulu passer chez le coiffeur, mais on est lundi. C'est fermé, notamment ma coiffeur Sadia au quartier à Marivaux qui est un moment de rigolade en plus de la coupe de cheveux. Et voilà, alors vous êtes mon échauffement puisque c'est la rentrée, je suis revenu en bagnole, j'ai eu mes 8 heures de route pour revenir de l'Ardèche où je vais tous les ans en vacances comme un chien qui pisse au même endroit. J'ai dit quoi à mon équipe? J'ai dit il faut qu'on soit dans la joie, il faut qu'on fasse ce qui nous fait plaisir. Ça veut dire quoi? Je lui reviens après, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un paquet de réunions internes, de bidules trucs de politique qu'il faut qu'on laisse tomber et qu'on se reconcentre sur ce qui nous apporte du bonheur. Et moi, c'est deux choses, c'est les livres que je lis ou que j'écris, j'en coderai, et c'est les gens qu'il s'agit de voir, que ce soit des intellos ou, tu vois, il y avait aux amphis une patronne dans la maçonnerie. Eh ben, c'est elle aussi avec qui il s'agit de passer du temps. Bon, les mots marquants, alors vous avez entendu abondance, insouciance, mais il y a eu aussi unité dans le vocabulaire de Macron. Face à la crise climatique, unité. Alors moi, ça me fait bien sûr tilt parce que j'ai écrit un bouquin, La guerre des classes, dans lequel je montrais que le discours de la droite était toujours, depuis un siècle, depuis Thiers, Adolphe Thiers, celui qui a écrasé la commune, tu vois. Et ben, au lendemain de l'écrasement de la commune, il dit quoi? À propos de l'impôt sur le revenu, il dit il faudrait surtout pas ça parce que ce serait un impôt de discorde. Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même, et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. Tu vois? Et c'est donc au nom de la concorde civile que l'écraseur de la commune dit il faut pas d'impôt sur le revenu parce qu'il faut l'unité. Mais on a eu du Christine Lagarde, on a eu du Vincent Bolloré, on a eu du Nicolas Sarkozy, là je te fais un petit bout de lui. Lui se refuse à la lutte des classes lorsqu'il passe le projet de loi TEPA, qui était un projet de loi qui réduisait l'impôt de solidarité sur la fortune et qui augmentait pour les pauvres. Et il dit, lorsqu'il s'agit de la France, il n'y a pas de camp. Tu vois? Et donc en fait c'est constamment le discours de la droite de dire nous sommes unis, et maintenant c'est l'unité face au climat, et tandis que la gauche, ça va être quoi? Ça va être parfois de brandir le combat, mais pas toujours de le mener. Et donc là, Macron, unité face à la crise climatique. Alors, unité, quand il y a les 10% les plus riches qui émettent largement plus que les 50% les plus pauvres dans le pays, on voit bien. Unité, lorsque tu as des jets privés. Alors, tu vois, j'étais avec un contrôleur aérien qui me dit, cet été, on les voyait. Hein. Il y en avait beaucoup plus. Ils arrivent à faire la différence entre les gros Airbus et les plus petits jets privés. Il y a un business là-dedans. Maintenant, c'est un décollage sur 10 en France qui relève du jet privé. Bon. Et en revanche, donc, ce qui se passe tout là-haut dans le ciel, avec donc le kérosène de Bernard Arnault, qui est moins taxé que le diesel de la Saxo. Et en plus, là où on va pas du tout réguler, en revanche, on va avoir, pour aller dans les centres-villes, les ZFE, les zones à faible émission. Comment les gens pourraient accepter de ne pas pouvoir aller se faire soigner, de ne pas pouvoir aller travailler avec leur vieille bagnole qui date de 99? Parce que l'écologie, par ici, quand je prononce le mot, c'est « Ah, ils vont m'obliger à changer ma bagnole alors qu'elle roule très bien ». Tu vois? Et donc, comment ils pourraient accepter ça alors qu'il ne va pas y avoir aucune régulation sur ce qui se passe tout là-haut? Il est évident que ce n'est pas acceptable et que si Macron veut vraiment l'unité, c'est ceux qui y a tout là-haut qu'il s'agit de faire redescendre sur notre terre commune. Et pour l'instant, on en est loin. Bon, et alors, évidemment, il y a beaucoup de bons depuis le début, là, non? Il n'y a pas beaucoup. J'ai ponctué beaucoup par des bons. C'est pas grave, c'est comme ça. On va essayer, je vais essayer de me débonner. Bon. Ah, c'est mal parti. J'ai fait ma campagne, moi, sous le signe du gavage des uns. Alors, je demandais toujours aux gens, mais alors, est-ce que votre salaire, il a triplé? Est-ce que votre retraite, elle a triplé? Est-ce que vos allocations, elles ont triplé? Alors que les 5 premières fortunes françaises, elles ont triplé. Donc, ça, c'est le gavage pour les uns et le rationnement pour les autres. Le rationnement, le cas d'école étant ce qui s'est passé chez Orpea. Il se trouve que aux universités d'été de la France Insoumise, j'ai croisé Victor Castanet, l'auteur des Fossoyeurs, donc qui a fait éclater le scandale Orpea. Et il me racontait qu'il y avait des calculs, comme ils avaient 4,60 € par jour
pour nourrir une personne âgée à la direction de Orpea et que ça se faisait depuis un tableau Excel à Paris. Il m'expliquait comment le fait que maintenant tout soit informatisé avait permis d'extraire de la plus-value parce que quand c'était d'un directeur d'EHPAD qui était encore au contact des patients, quand même, il ne pouvait pas réduire parce qu'il voyait les gens en face de lui, tu vois. Et en revanche, quand ça s'est mis à être la possibilité de l'informatisation, donc d'un éloignement, c'est un processus finalement de la civilisation avec beaucoup de guillemets, mais c'est l'éloignement de la violence, c'est-à-dire comment ceux qui produisent la violence sont éloignés géographiquement de ceux qui la ressentent, et comment, comme ils l'ont pas sous les yeux, quelque part, elle n'existe pas. Donc là, sur le tableau Excel, il réduisait, et une réduction de quelques centimes d'euros chaque jour, c'était des dizaines de millions à l'autre bout de profit, et donc, ils en sont arrivés à se dire, on va rajouter des poudres, parce que les gens étaient en train de mourir de faim, de dénutrition. On va rajouter des poudres remboursées par la sécurité sociale pour doper les personnes âgées, tu vois. Et donc finalement, les repas, ils étaient quelque part payés par la Sécu. Voilà, donc le rationnement sur les couches culottes, sur les repas, sur les gâteaux de pépito au goûter pour les uns, tandis qu'il y avait le gavage pour les autres. Et ça, il me semble que c'est pour ça que le scandale Orpea est important, parce que c'est un symbole de la société. Et ce que me disait Victor Castanet, c'est que, et on l'a vu, c'est que les macronistes, il fallait qu'ils passent la serpillière quand le scandale a éclaté. Maintenant, il s'agit surtout de le passer sous silence, tu vois, et qu'on passe à autre chose. Parce que ils veulent pas réguler Orpea, parce que c'est un grand groupe français, parce que c'est un fleuron de cette industrie-là. On voudrait pas qu'il passe sous d'autres capitaux, il va y avoir tout ça. Mais aussi parce que, au fond, comme c'est le symbole de leur monde, il s'agirait pas qu'on mette plus longtemps en lumière le symbole de leur monde. Donc, moi je disais rationnement, gavage. Là, le président de la République vient de dire abondance. Mais abondance pour qui? Évidemment. Au nom de l'unité, comme ça serait les Français en général, on a l'impression que c'est l'abondance pour tout le monde. Ben non, il y a des gens qui dans notre pays sont en état d'abondance et d'autres qui sont des gens en situation de pénurie. Puisque j'ai prononcé le mot pénurie, pénurie me semble être le mot du moment. T'as 15 jours de vacances, c'est 15 jours sans BFM, sans France Info. Quand j'ai rallumé la télé, j'ai eu course contre la montre pour recruter les chauffeurs de car. Ça, c'était TF1. Des milliers de chauffeurs de car scolaires manquent toujours à l'appel. BFM. Bon, et j'avais posé une question d'ailleurs il y a un an. Il y avait une grève au courrier automobile Picard. Donc c'est juste à côté, c'est à Rivry. C'est la boîte qui dessert toutes les écoles rurales ou pas du coin. Et qui a été rachetée par Transdev. Et le principal actionnaire de Transdev, c'est l'État. Et il y avait une grève à l'époque, parce que les gars qui avaient continué à assurer du service pendant la crise Covid, tu vois, ils demandaient 2% d'augmentation, t'imagines, et ils demandaient à pouvoir toucher la prime Macron. Ils n'ont rien eu. Quand tu as traité les gens comme ça il y a un an, quand ils sont à 700, 800 euros par mois, parce que c'est des temps partiels, comment tu peux être surpris qu'à la rentrée d'après, il y ait une pénurie d'autocaristes. Donc là, ils comblent en faisant appel à des retraités, en mettant les mécaniciens comme chauffeurs de car, en faisant appel aux cadres aussi, ainsi de suite. Mais tu as la même chose dans les crèches. Alors là, c'est... Je reprends le train au relais de Valence. Je tombe sur le Parisien de Bernard Arnault qui m'annonce qui va garder nos bébés, qui se demandent. Et à l'intérieur, il y aura un paquet de crèches qui seront fermées à Paris parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Mais moi, j'ai rendu un rapport sur la situation des assistantes maternelles et de tout ce qui est le travail de la petite enfance. Quand tu payes les gens comme ça, quand tu leur demandes ces horaires-là, comment être surpris que derrière, ça soit des métiers où on a du mal à trouver maintenant. Pareil chez les enseignants, alors on a comblé par du job dating. Qui imaginerait recruter des infirmiers en job dating? Mais pour les enseignants, il semble que ça soit finalement de l'ordre de l'inné, de parler de géographie, d'histoire, de transmettre des mathématiques, de la physique, des sciences naturelles à des gamins. Ne serait-ce que tenir une classe. Et on me dit que cette année, les stagiaires de l'éducation nationale, qui sont en formation, qui normalement sont à mi-temps entre leur formation et l'école, le collège ou le lycée, ils vont se retrouver à plein temps côté école, collège et lycée. Pour combler les trous. Ah, ouais, j'ai oublié de dire. Sur les profs, tu vois, James, La vérité nue, édition Patakès. Oh, je le signale au passage. Et c'est des petits trucs de 4 pages, donc je le lis aux toilettes.
et il y a tous les personnages sont sous forme d'animaux. T'arrives à voir ou pas? Tous les personnages sont sous forme d'animaux. Donc il y a le héron qui dit « Il semblerait que la rémunération ne soit pas en adéquation avec le niveau d'études des professeurs. Des suggestions pour trouver une solution? Oui, Berthier? Berthier, c'est le mouton. Baisser le niveau requis pour être professeur? Donc tu vois, c'est la suggestion. Et là, tu as le héron qui reprend « Vous irez loin, Berthier, vous irez loin. » Et évidemment, le job dating, ou les solutions temporaires, mais qui risquent d'entrer dans la durée proposée par Papendiaï et par Macron, ben, c'est de l'ordre de ça, c'est-à-dire baisser le niveau requis pour être professeur. Alors que normalement, ça devrait être le socle. Enfin, bon sang, on a construit la République sur les hussards noirs, les instituteurs, partout dans les campagnes, partout dans les quartiers populaires, ça a été le fondement de la République. Et là, on est en train de faire que le socle de la République, il soit miné aujourd'hui. Toujours dans l'éducation nationale, les AESH, accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Alors tu sais que j'ai beaucoup bossé dessus, à la fois pour le film de Poules et Femmes et pour mon rapport sur les métiers du lien. D'ailleurs, Hayat, ma suppléante, est accompagnante d'enfants en situation de handicap. Tu as la défenseur des droits, Claire Hédon, qui vient de faire paraître un rapport sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap à l'école et qui insiste sur le décalage entre l'augmentation des moyens humains et financiers et le nombre grandissant d'enfants dont les besoins sont très largement non ou mal couverts. Ce qui nous a frappé dans les réclamations reçues ces derniers mois et qui sont en augmentation, ce sont que les attributions d'AESH ne sont pas appliquées faute de moyens financiers humains, c'est-à-dire que tu as la MDPH, la maison du handicap, qui dit oui, il faut des heures pour ce gamin-là, mais sur le terrain, on les donne pas, ou alors on fait des piales. Et les conséquences sont dramatiques pour l'enfant, non-scolarisation, déscolarisation, très peu d'heures de cours. Et elle dit ensuite qu'un certain nombre de maisons du handicap se sont du coup adaptées et en fait donnent peu d'heures parce qu'on sait que derrière, il y aura peu d'heures. Et elle dit, eux font primer, notamment par le biais des piales, la gestion des ressources humaines sur la réponse aux besoins des enfants. Voilà la situation dans laquelle elle se retrouve par pénurie d'AESH. Et à la médiatrice de l'éducation nationale, à peu près dans le même temps, ça date de quand ça? Pareil, là juste avant la rentrée, qui vient de faire un rapport. Elle aussi, donc on a deux rapports en même temps. Elle dit pareil. Elle dit les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Elle dit enfin, ce qui me paraît important, l'AESH n'est pas la réponse universelle pour tous les élèves en situation de handicap. C'est un pansement pour l'élève qui attend une place en institut médico-éducatif ou en unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ça, c'est très important. Parce que moi, je ne suis pas pour le dogme de l'inclusion. Je ne veux pas que le handicap, il ait fonctionné par dogmes successifs. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, tu avais le dogme de ton enfant handicapé, tu en as honte, tu le gardes chez toi, tu ne dois pas le montrer, il n'y a rien pour lui. Dans un deuxième temps, ça a été tout le monde en institution, et maintenant, ça serait tout le monde en inclusion scolaire. Mais non, il faut des réponses adaptées selon les types de handicap. Et il y a des gamins qui seront très malheureux en établissement scolaire. Tu vois, j'ai eu plein de témoignages là-dessus. Et donc, les forcer à aller en inclusion, à la fois parce que c'est le dogme de l'époque, et aussi parce que ça coûte moins cher que les établissements, c'est rendre malheureux au nom d'un nouveau dogme. Je m'y refuse. Bon. Mais, dans mon coin, là, je suis alerté par... Alors, tu as toujours mes petits cahiers avec des témoignages, hein, tu me connais. Alors, je donne pas les noms, mais une personne qui était en contrat depuis 2017, ça fait 5 ans, 5 ans de bons et loyaux services, 5 ans que l'éducation nationale lui dit rien alors qu'elle a suivi des autistes, des hyperactifs, des très grands prématurés, des gens qui ont le syndrome de Soto, des trisomiques et ainsi de suite. 5 ans à faire ce boulot-là, donc elle acquiert des compétences, et là, on lui envoie une lettre de non-renouvellement. Objet de la lettre, donc qui est issue de la principale du collège, c'est la chef d'établissement qui doit faire ça. Objet, non-reconduction de contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Et ça, il y a des tas d'AESH du département qui ont reçu ce courrier-là. Il y en a des centaines en France. Tu manques d'accompagnantes et pourtant, tu leur dis « Non, on va pas vous reprendre à la rentrée ». Ils n'ont même pas à justifier pourquoi. Si, évidemment, s'il y avait eu maltraitance, si jamais les gens faisaient pas le boulot correctement, je dirais pas il faut les garder. Mais là, juste, on les vire, on les laisse partir, on les vire. Avec des gens qui savent pas comment ils vont vivre hein, aussi derrière. J'ai écrit la pénurie chez les autocaristes, les crèches, les enseignants, les AESH, mais il faudrait ajouter tout ce qui est du domaine du social, il faudrait ajouter les serveurs, il faudrait ajouter les trains, tu vois.
qu'est-ce qui se passe? Le travail est maltraité dans la durée. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que on a été tasser les revenus, en particulier sur les métiers que je viens d'énoncer. Tu sais, c'est les métiers qui sont dans le rapport RL, qui a été rendu à la ministre du Travail sur les salariés de la deuxième ligne, et qui montre que ces salariés-là, ils sont moins payés que la moyenne, qu'ils ont des horaires qui sont des horaires beaucoup plus découpés que la moyenne, qu'ils ont des contrats qui sont plus précaires que la moyenne, enfin bon, que tout est pire que la moyenne, mais qu'il y a un truc qui est mieux que la moyenne, c'est qu'ils ont le sentiment d'être plus utiles à la société que la moyenne, tu vois. Et bon, donc c'est ce dont Macron disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Sauf que, il faudra se rappeler, mais on a oublié. Donc, il y a une maltraitance dans la durée, en particulier de ces métiers-là. Tu regardes un métier comme enseignant, par exemple, 1980, ils entrent dans la profession à 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Alors, on connaît les promesses de Macron pour 2023. Je dis toujours, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron, hein, parce que des promesses, il y en a eu un paquet. Et ensuite, donc ça c'est la première cause, la maltraitance du travail dans la durée. Et ensuite, il y a un marché qui ne marche pas. Et là, en l'occurrence, c'est un marché du travail. C'est pas vrai qu'il y a une réallocation naturelle des salariés selon les besoins. Ça ne marche plus. La main invisible, elle ne répartit pas les postes comme il faudra. Et ce qui est encore pire pour nous, si on regarde l'avenir, c'est que cette main invisible du marché, elle va encore moins produire les métiers dont nous avons besoin pour la transformation écologique du pays. À savoir, nous avons besoin de centaines de milliers de travailleurs du bâtiment pour faire de la rénovation thermique. C'est pas la main invisible du marché qui va le faire. Nous avons besoin de gens pour changer les canalisations. C'est pas la main invisible du marché qui va le faire. Nous avons besoin d'ateliers de réparation, d'informatique, de mécanique, d'électronique, d'à peu près tout. Moi, je dis un par canton, un par quartier. C'est pas la main invisible du marché qui va le faire. Et or, que prévoit Macron? Il prévoit des mesures d'urgence, à peu près dans tous les domaines là. Tu vois, dans les crèches, on va les recruter, d'autres types de diplômes, moins, enfin bon. Chez les enseignants, on va faire du job dating pour permettre des entrées accélérées de contractuels. Pour les autocaristes, on va mettre des mécaniciens à la tête de l'autocar, mais on se demande où est-ce qu'on va trouver des mécaniciens. Bon, voilà un peu, il va y avoir des pansements qui vont être collés tous azimuts. D'abord, je dis que c'est une méthode de dégradation de tous ces métiers. Pour moi, il n'y a pas un métier sans qualification. C'est pas vrai que autocariste, c'est simple. Tu me mets à la tête d'un autocar, même en ayant passé le permis D, je pense que je panique. Parce que c'est un métier, c'est de la patine, c'est l'apprentissage des choses. Les solutions d'urgence, dont je parie qu'elles vont en vérité s'installer dans la durée, vont participer à la dégradation à la fois réelle et morale de ces métiers-là, en faisant comme si c'était des métiers qui ne réclamaient pas des savoir-faire spécifiques. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être ces projets de loi. Les projets de loi, ça va être quoi? Pour donner encore un peu moins de droits au travail, que ce soit des droits au chômage ou des droits à la retraite. Et c'est ce qui se fait depuis 40 ans. On se dit, bon, on peut aller en permanence dégraisser, enlever la chair et ne plus garder que l'ossature du métier. Cette maltraitance du travail, elle produit du malheur individuel des gens. Regarde, c'est incroyable, je viens juste de rentrer, j'ai fait un passage à ma permanence. Il y a un salarié qui passe, qui travaille comme vigile en gros, et qui est là parce qu'il est en train de craquer. J'appelle au téléphone pour régler des histoires de paye dans une institution, et la personne me dit que bon, bah là, elle n'en peut plus. C'est-à-dire, c'est elle qui met les autres en galère parce que les gens sont pas payés, et elle-même est en train de craquer au téléphone parce qu'elle est heureuse d'avoir le député pour dire combien elle va mal. Donc, ça produit à la fois du malheur individuel, mais il faut bien voir que ça produit une désorganisation de la société. L'hôpital ne répond plus. Les services sociaux répondent plus.
L'enseignement, il y avait une pancarte que j'ai bien aimée dans une manif qui disait « L'école est un hôpital comme les autres ». Bah oui, l'avenir de l'école, si on continue comme ça, c'est de le mettre en aussi grande difficulté que les urgences de nos hôpitaux. Bien comprendre que la maltraitance du travail produit deux choses, elle produit du malheur individuel et une désorganisation de la société. Et évidemment, on doit venir, nous, avec un contre-projet qui doit être statut revenu pour le travail, qui doit être aussi fierté du travail. Fierté du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que la gauche, elle doit nommer ses métiers. Elle doit dire cariste, elle doit dire aide-soignante, elle doit dire auxiliaire de vie sociale, elle doit dire ouvrier de l'industrie agroalimentaire. Ces métiers-là, je ne les choisis pas au hasard, ce sont les métiers de la seconde ligne. Ces métiers qui ont tenu pendant la crise Covid. Et au fond, de la même manière qu'on a construit une fierté du mineur de fond dans l'après-guerre, ou une fierté du métallo, du sidérurgiste, on doit construire aujourd'hui une fierté de ces métiers-là qui sont à la fois ceux qui continuent à gérer des flux et qui font que on est approvisionné encore en à peu près tout, c'est parce que eux font ce boulot-là, et des métiers qui sont les fers de lance pour moi de ce qui doit être la transformation écologique du pays, en un point en moins, c'est-à-dire passer d'un progrès incarné par le plus de biens à un progrès incarné par mieux de liens. Je fais le lien avec mon bouquin, qui va sortir la semaine prochaine, Je vous écris du front de la Somme, et qui est largement consacré à ces questions. Et qui part de petites phrases entendues pendant ma campagne, et qui étaient moi je peux pas être de gauche, je suis pour le travail. Et tu vois, c'est des ouvriers qui te disent ça. Et quand le travail comme valeur est identifié à la droite, qu'elle soit droite macroniste, droite libérale, droite extrême, et que la gauche est identifiée à l'assistanat, on est cuit. On a perdu d'avance. Comment on fait pour reprendre le travail, pour qu'il y ait une fierté des travailleurs et que les travailleurs se disent « non, mon bulletin de vote naturel, il est à gauche, il n'est pas à l'extrême droite ». Ça, ça pose au fond la question, et c'est une question quasiment stratégique. Comment on gagne les élections? Est-ce qu'on gagne les élections parce qu'on se dit qu'en 2027, on va faire encore plus voter les quartiers populaires, et c'est grosso modo le pari qui est fait aujourd'hui, et on peut, au fond, abandonner la France des bourgs, abandonner la France des gilets jaunes, abandonner la France des Whirlpool, la France des Goodyear, sans le dire, de manière implicite, ou alors est-ce qu'on se dit, non, on ne peut pas gagner en n'ayant que quelques territoires sur lesquels ça survote, et tant mieux pour la gauche, mais en n'ayant pas les campagnes populaires aussi. Moi, je sais dans la durée quel bloc historique nous avons à construire. Je le dis, je le répète, la gauche est depuis le début des années 80 traversée par un double divorce. La mondialisation a tracé comme un fil à couper le beurre entre vainqueurs et vaincus. Tu as d'un côté les classes populaires, les ouvriers qui ont vu leur taux de chômage être multiplié par 4 durant ces années-là, pendant que les profs, les professions intermédiaires, leur chômage stagnait. Et donc la mondialisation, ça a coupé le camp de la gauche en deux. Et en plus, à l'intérieur des classes populaires, tu as eu une séparation entre quartier populaire avec enfants d'immigrés et campagne populaire plus blanche, on va dire. Mais nous, si on veut gagner de mon point de vue, il faut qu'on arrive à rassembler tout ça. Les professions intermédiaires et les classes populaires, mais à l'intérieur des classes populaires, qu'on ne se dise pas qu'on n'en a que la moitié. Qu'on n'a que la moitié des quartiers populaires, et tant pis pour les campagnes populaires. Et donc, c'est pour ça que je disais des réunions internes avec quelle ligne on doit avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu dans la gauche, de savoir est-ce que on abandonne de manière implicite ou explicite, est-ce qu'on suit ce que disait grosso modo le rapport Terra Nova, à savoir que les ouvriers, de toute façon, c'est foutu, et on doit se reconcentrer sur autre chose, ou bien est-ce qu'on pense qu'il y a moyen de reconquérir ça? Évidemment, vous avez compris dans quel camp je me trouve. Pour moi, c'est un devoir électoral évident, c'est-à-dire que là, on est la gauche, tout confondu, elle est à 30% à la présidentielle, elle est à 30% aux législatives. Ce sont des scores historiquement bas, donc on est content d'être encore vivant, mais la marche pour gagner, elle est encore haute. Et donc c'est un devoir pour moi électoral d'aller sur ces territoires, mais c'est aussi un devoir moral. Je me suis engagé en politique, au fond, en 1999, quand j'ai lancé Fakir, et c'était parce qu'à cette époque-là, la gauche plurielle de Lionel Jospin ne prononçait pas le mot ouvrier,
et laisser faire des délocalisations en série dans mon coin, Honeywell, Magneti Marelli, Whirlpool lave-linge, bon, et dans l'indifférence. Je veux pas qu'on reproduise la même histoire et que les gens qui se font frapper sur le plan économique soient abandonnés sur le plan politique. Voilà un peu l'objet, mais j'en recauserai peut-être, de mon bouquin « Je vous écris du front de la Somme ». Qu'est-ce que j'ai sinon à raconter pour terminer? J'ai pas vraiment un truc drôle à raconter pour terminer. J'ai lu pas mal de bouquins pendant l'été, mais je peux pas dire qu'il y en ait un qui m'a transcendé. Tu vois, l'été dernier, j'avais recommencé à lire les Rougon-Macquart de Zola et j'avais été emporté, alors que quand c'était une lecture scolaire au lycée ou au collège, je m'ennuyais un peu. Donc je peux conseiller de Zola, La fortune des Rougon. Je trouve qu'en fait, ça doit être son premier. Et franchement, il y avait une énergie là-dedans qui est assez formidable. Alors là, sinon j'ai lu Armut Rosa, Rendre le monde indisponible. Si on veut aller vers du costaud, c'est celui qui a écrit Accélération. Accélération, c'est vraiment formidable. Donc je recommande Accélération de Armut Rosa. Et puis si jamais vous sentez de passer à l'étape d'après, c'est Rendre le monde disponible. Je vais le relire une deuxième fois. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai compris, mais je suis pas capable de le verbaliser moi-même. Donc je vais le relire une deuxième fois pour vous l'expliquer. Donc ça c'était le temps de la réflexion. Maintenant, il y a le temps de l'action. Et je pense que l'histoire là de référendum d'initiative partagée sur les super profits, ça me paraît pas mal. Notre rôle là-dedans, à mon sens, il va être d'incarner cette histoire-là. C'est-à-dire que ça ne soit pas juste une taxe sur les super profits, mais qu'on vienne mettre des visages derrière ça, qu'on vienne mettre des noms d'entreprises, qu'on vienne mettre des symboles, qu'on vienne susciter une indignation qui aura pour fil conducteur ensuite ce référendum d'initiative partagée. Tu vois, le yacht du patron d'Amazon qui passe pas sous le pont de Rotterdam parce que c'est comme une bouffure de son ego, il faut démonter le pont tellement il est haut. Ça va être le Total qui ne paye pas d'impôts en France. Il va falloir donner des noms de boîtes et des noms de personnes et que ça ne soit pas que des chiffres, que de la techno. Et je pense que notre rôle là-dedans, il va être ça. Et j'ai plusieurs idées. De fêtes, de trucs à répandre un peu partout dans le pays pour que ça soit pas qu'un truc où le militant il s'assoit derrière son ordinateur pour enregistrer les cartes d'identité pour le référendum d'initiative partagée, mais puisque je disais le point de départ, la joie, et bien pour qu'on mette de la joie là-dedans et de l'humour et de la révolte et que ça soit habité par des sentiments. Je vous retrouve, je vais passer près de chez vous peut-être, parce que autour du bouquin, je vais faire une tournée notamment dans les bastions qui se retrouvent aujourd'hui en première ligne face à l'avancée du Rassemblement national. Et je vais aller soutenir ces bastions non seulement pour qu'ils tiennent dans la durée, mais aussi pour qu'ils soient possiblement des pointes avancées de reconquête. Voilà. Et donc peut-être qu'on se retrouvera à Bédarieux. Allez, à plus!